Bonjour, j'ai quelques jours de retard seulement, mais je vais quand même dresser le bilan annuel de tous les films que j'ai pu voir lors de l'année 2024, en partant des films que j'ai le moins appréciés, pour en arriver à ceux que j'ai le plus appréciés. En description de cette vidéo et en commentaire épinglé, je laisse également le lien permettant d'accéder à toutes les critiques que j'ai pu effectuer plus en détail sur les films de l'année 2024, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur le podcast Lumière sur toile, que je vous recommande enfin parce qu'il est lancé depuis plus d'1 an et j'ai oublié d'en faire la promo. Désolé les copains et surtout les copines, parce qu'il y a plus de copines que de copains. Bref, digression. Pour la première année, depuis maintenant 6 ans que je suis sur YouTube, ce bilan va être non pas audiovisuel mais purement podcastique, parce que j'ai décidé pour une fois de ne pas être un glandeur, de ne pas être en improvisation et de proposer une vidéo travaillée, hurler un bon coup, crier, oui c'est choquant, et c'est parti. Et c'est parti! Et le pire film de l'année est, selon moi, à la 78e position, Emmanuel, un film pourtant réalisé par Audrey Diwan qui nous avait concocté l'événement, un film avec l'une de mes actrices préférées, à savoir Noémie Merlan, mais je n'ai tout simplement pas du tout compris la démarche de ce film qui est prodigieusement soporifique. En 77e position, le deuxième acte. Je suis pourtant énormément fan du réalisateur Quentin Dupieux d'Ordinaire, mais là il s'agissait d'une déception absolument extraordinaire. Mon problème globalement depuis Yannick, c'est que je trouve tout simplement que le réalisateur ne pense pas un minimum sérieusement ses films. L'absurde s'éloigne de plus en plus alors que c'est censé être son arme de guerre fatale. Le film ici est dérangeant et provocateur avec une sorte de dangerosité complètement puérile dont le réalisateur ne semble même pas soupçonner la portée. Assez problématique, malheureusement. En 76e position, Blue Lock, un film insupportablement incompréhensible concernant les motivations des personnages. Je ne suis pas du tout pressé de lire le manga, que je m'épargnerai volontiers. En 75e position, Challengers. J'ai été complètement allergique à une narration que j'ai trouvée inutilement compliquée. C'est un échec d'un point de vue des enjeux, avec une mise en scène bourrative à souhait. Alors ok, on expérimente, mais que c'est de mauvais goût. Il y a un décalage énorme entre ce que les films essaient de produire et ce qu'ils produisent vraiment. L'adjectif concernant ce film, inefficace. En 74e position, je n'ai pas fini de me faire des ennemis, Furiosa. C'est un calvaire caniculaire complet. L'introduction est expéditive, il y a un énorme problème de rythme dans ce film avec une action bourrine et brouillon au possible, ce n'est pas du tout agréable à suivre, le casting n'est pas mémorable, le film m'a quand même plu pour sa fin, mais 2h30 pour une histoire pareille de vengeance, non merci. En 73e position, Sous la Seine, un film Netflix beaucoup trop daté, un vrai problème de réalisme, un problème de scénario, le dernier acte nous vaut un moment nanardesque ultime, ce n'est pas crédible du tout toute cette histoire de requin. En 72e position, Godzilla X Kong, le nouvel empire. On a désormais une banalisation ultime de l'existence des titans sur notre planète et donc de leurs menaces. Un énorme également problème d'échelle, ce qui n'a aucun sens. On a l'impression d'avoir 2 films en un, pour un métrage beaucoup trop verbeux pour ce qu'il a raconté, malgré un potentiel civilisationnel avec les humains. Malheureusement, moi à un moment donné, j'ai décroché, j'ai vu le film à 2 reprises au cinéma, le climax, j'étais complètement éteint à chaque fois. En 71e position, Tombé du camion. Des acteurs certes plaisants à suivre, que ce soit Patrick Timsit ou Valérie Bonneton, mais un scénario qui n'est pas crédible du tout et une histoire qui n'est clairement pas finie. En 70e position, Deadpool et Wolverine, le film du MCU de 2024 qui ne m'a pas du tout convaincu. Si Deadpool 1 apportait un véritable vent de fraîcheur au genre super-héroïque, Deadpool 2 m'était apparu comme étant un film ringard, complètement râlé pâquerette, à l'image de Deadpool 3. C'est un film dans lequel son personnage, Deadpool, se la joue anti-système mais qui baigne en réalité bel et bien dans le système. Cet anti-héros, et c'est un non-sens, essaie de devenir un super-héros. Pourquoi ? Je ne sais toujours pas.
Le retour de Wolverine est gratuit, même si Hugh Jackman s'implique et ça fait plaisir à voir, mais il n'en reste pas moins que c'est un film bizarre, assez impigeable et illisible par moments, avec un humour qui tombe à plat, malgré une très bonne scène d'introduction et des combats qui sont satisfaisants. En 69e position, Borgo. Une partie de film carcéral qui est assez prenante, mais le reste du métrage est malheureusement beaucoup trop poussif et étiré. C'est d'autant plus triste qu'il s'agit ici du réalisateur de La fille au bracelet. En 68e position, d'une deuxième partie. Est-ce que les personnages existent au-delà de leur fonction dans le récit ? Mes réserves sur la froideur robotique des personnages se perpétuent bel et bien avec cette saga. Certes, le début du film est chaleureux et plutôt sobre, mais après, au secours. Passé la très bonne introduction, on part en vrille complètement avec un marasme d'effets spéciaux et un scénario incompréhensible. En 67e position, Mufasa le roi lion. Ce film est un contresens. Il est d'abord complètement décousu. Les clins d'œil sont vraiment peu subtils, la mise en scène également. Il y a de vaines tentatives de chansons. Et c'est un faux film de gauche, c'est-à-dire il arrive par la magie cinématographique à lier le socialisme et le royalisme. J'ai tendance à penser qu'un film se doit d'assumer son propos idéologique et politique de bout en bout, et bien là avec ce film ça n'est pas le cas du tout. En 66e position, Joker Folie à 2. Joker 1 est un chef-d'œuvre pour moi. L'équipe de Joker 1 semble ne même pas avoir compris son propre film. Et ici, que de fautes de mauvais goût. Ce Joker 2 est une sorte de film making-of du premier, hyper bancal, fallacieux et nombriliste. Les chorégraphies entre le Joker et Harley Quinn sont misérables. Il n'y a pas du tout de magie musicale ou même de chorégraphie excepté lors de la première chanson. Et on a droit donc à un doigt d'honneur ultime en fin de film qui empêche de potentiellement se rattraper avec un Joker 3. Ce film est une honte des plus déplorables. C'est ma déception cinématographique de la décennie en cours à date. En 65e position, pas de vague. C'est dommage car sur le papier, le film apporte pas mal de questionnements sur le milieu scolaire. Mais c'est très balourd et la fin est certes logique avec l'intention du film, mais tombe un peu comme un soufflet. En 64e position, Maison de retraite 2. Une suite qui est beaucoup trop prévisible, c'est vraiment la suite trop évidente d'un premier très bon film, avec certes un plaisir de retrouver de vieux acteurs et de vieilles actrices quand même, mais c'est tout simplement trop redondant. En 63e position, Comme un lundi. Malheureusement, ce film hérite du syndrome des films qui traitent de la boucle temporelle. Certes, on s'amuse un petit peu au début, et assez vite on s'ennuie, à l'image de Palm Springs ou Everything Everywhere All at Once. En 62e position, Pourquoi tu souris ? Un film qui me met mal à l'aise par rapport à son propos. Je n'adhère pas du tout à certaines scènes que je trouve assez problématiques et donc qui me bloquent dans l'appréciation du métrage. Il y a toute une sorte de bienveillance ici, mais qui sonne complètement faux et artificiel. Ça ronronne par moments, surtout au début. En 61e position, Jamais sans mon psy. Le réalisateur de ce film adore Christian Clavier, qui est pour moi un excellent acteur, mais sa seule présence ne suffit pas. C'est un film qui ne se tient pas du tout comiquement sur la durée. J'en ai terminé des films que je n'ai pas appréciés, j'en arrive désormais à des films qui sont, à mon sens, à minima, passables. Tout d'abord, je vais passer en revue quelques films sans éclat à mon sens, qui se tiennent tout du long, sans grand point fort ni grand point faible. Tout d'abord, nous avons en 60e position Bob Marley, One Love. Un biopic musical somme toute oubliable. Nous avons en 59e position SOS Fantôme, la menace de glace, qui bénéficie d'un casting au capital sympathie, avec Paul Rudd notamment. C'est également le cas en 58e position de Borderlands, avec entre autres Jamie Lee Curtis. Nous avons également en 57e position Duc au but 5, Passe au vert,
qui est un bon moment de plaisir à condition d'être friand notamment de calembours et aussi d'Elysée Moon. Désormais en 56e position, The Bike Riders. Certes, Jodie Comer et Tom Hardy jouent très bien, mais je ne comprends toujours pas ce qu'on trouve à Austin Butler, un acteur qui se veut charismatique, mais qui ne l'est à mon sens pas du tout, avec ici un personnage qui est quand même très limité dans l'intérêt que je lui porte. Il y a cependant dans ce film une scène marquante avec Tom Hardy. En 55e position, La salle des profs. J'ai été déçu par ce film allemand, avec une actrice principale qui est pourtant excellente, Léonie Benesch, mais la fin n'est pas une fin. En 54e position, L'amour ouf. Le film de Gilles Lellouche et son histoire ne m'ont pas véritablement transporté de bout en bout. Je trouve qu'il s'agit ici d'un classicisme pompeux. Adèle Exarchopoulos et Alain Chabat jouent certes très bien, mais j'ai été déçu des prestations de François Civil et de Vincent Lacoste. La mise en scène est un très bel exercice formel, mais le final est beaucoup trop déceptif au regard de ce qui nous est présenté au début du film, même si je comprends complètement qu'on puisse apprécier la fin de ce métrage. Nous en arrivons maintenant à des films que j'ai trouvés vraiment assez bons et qui ne sont plus dans cette catégorie de films moyens. En 53e position, Chien et chat. Si j'ai été particulièrement réticent à certains traits d'humour, globalement et dans l'ensemble, c'est un film sympathique, mais c'est un peu du sous-film à la bande à Fifi quand même. On peut difficilement passer à côté de l'inspiration. Rime que Rissi propose ici son premier film en tant que réalisatrice, je pense qu'un deuxième film de sa part sera plus réussi. En 52e position, Dali. L'autre film de Quentin Dupieux de l'année 2024, où il revient un peu plus dans l'absurde. Jonathan Cohen et Édouard Baird sont excellents en Dali. C'est moins le cas de Gilles Lellouche et de Pio Marmaille. Le personnage du prêtre est vraiment très appréciable et a beaucoup plu en général au public. Une scène sur le monde du cinéma est malheureusement assez douteuse en termes de point de vue et me fait rebaisser dans mon estime ce métrage, qui par ailleurs a également du mal à tenir en tant que long métrage. En 51e position, Vaiana 2. On sent dans le rythme du film et dans le déroulé des scènes que ça devait être initialement une série pour Disney+. Ça sent trop le film passerelle entre un Vaiana 1 et un Vaiana 3, qui peine à exister pour lui-même, bien que des scènes dynamisent tout de même l'ensemble. Nous entrons désormais dans le top 50. 50e position, Flo. C'est un film d'animation qui est libre d'interprétation. J'avoue m'être endormi à la fin de celui-ci car j'ai trouvé le métrage beaucoup trop plan-plan et j'ai eu beaucoup de mal également avec l'animation. Mais le début du film est captivant et marquant, ça devrait selon moi être un court ou un moyen métrage tout au plus. En 49e position, Les Chèvres. Le point de départ est très drôle, force est de constater encore une fois que c'est un film rigolo qui ne cherche pas à être davantage, mais ça fonctionne plutôt. En 48e position, Moi moche et méchant 4. C'est un film certes drôle, mais l'histoire est trop délaissée. Pour signifier cela autrement, il y a d'excellentes scènes avec les mignons où ils délirent, notamment avec du tennis, mais le grand méchant du film, Max le Mal ou Maxime le Mal ou l'homme cafard, quel que soit son nom, au final est un personnage qui n'est pas assez travaillé et c'est fort dommage. En 47e position, Venom 3 The Last Dance. J'aime vraiment beaucoup Venom 1 et Venom 2. Ici, malheureusement, il y a à mon sens trop de personnages, les actes 1 et 3 sont concentrés sur l'action, ils m'ont plu, mais l'acte qui m'a davantage plu dans ce film est surtout l'acte 2, avec une famille de hippies et la relation Venom-Eddie Brock qui est développée de manière toujours aussi déconcertante, notamment au regard des comics les plus connus de Venom. En 46e position, en fanfare, je retiens surtout le duo d'acteurs Benjamin Laverne et Pierre Lotin. Le montage a tendance à essentialiser la narration du film. C'est un métrage qui est peut-être un peu trop épuré à mon sens, mais il n'en reste pas moins que j'ai été le premier surpris par un beau moment d'émotion pendant le métrage. En 45e position, Le Panache, un film qui donne envie de devenir prof. Un prof dévoué ici, corps et âme pour ses élèves et contre l'institution. C'est un film très idéaliste, un peu trop téléfilmique à mon goût, mais avec un José Garcia
très investi. En 44e position, May December. L'atmosphère est psychédélique, il y a beaucoup de zones d'ombre entre les personnages campés ici par Nathalie Portman et Julianne Moore. Des faux sosies, des plans fixes, de vraies idées de mise en scène dans ce film, mais la folie fictionnelle que propose Todd Haynes a fini par ne plus du tout me happer sur son dernier acte, malheureusement, sinon ce film aurait figuré bien plus haut dans mon classement. En 43e position, Argylle. Un début de film assez compliqué, mais le métrage gagne gentiment en intérêt au fur et à mesure de son avancée, avec moult retournements de situation, probablement un peu trop, puisqu'ici, l'une des fonctions du cinéma consistant à surprendre est peut-être invoquée un peu trop souvent. Je n'ai pas été mécontent pour autant que Henry Cavill, contrairement à la promotion du film, soit si anecdotique dans ce métrage. En 42e position, Cocorico. Il y a un véritable effet de régalade avec des répliques ping-pong au début du film entre Christian Clavier et Didier Bourdon, surtout dans un film en huis clos. Mais j'ai été beaucoup moins partisan de la suite et du reste du film qui nous propose un enchaînement de sketchs franchement moins inspiré. En 41e position, Bonnard, Pierre et Marthe. J'ai des problèmes d'enjeu dans le carpe diem, notamment de la maladie de Marthe et aussi concernant la culpabilité de Pierre pour ceux qui auront vu le film. C'est un biopic qui se déroule sur un temps très long, ponctué de fanservice sur Claude Monet, donc j'y étais particulièrement sensible, je dois bien l'admettre. Les décors et l'alchimie entre Vincent McCain et Cécile de France sont assez pittoresques. L'une des scènes de l'année pour moi se situe dans ce film, notamment dans l'eau, avec Cécile de France et Anouk Grimbert, excellente elle aussi. En 40e position, Quand vient l'automne, le nouveau et énième film de François Ozon. Un film très étrange qui n'est pas facilement catégorisable, et ça j'aime bien. On retient surtout le premier rôle, bien sûr tenu ici par la doyenne et vétérante Hélène Vincent. Josiane Balasco et Pierre Lotin ne sont bien évidemment pas en reste. J'ai cela dit un problème avec le mysticisme qu'essaie d'instaurer François Ozon dans son œuvre, qui me paraît un peu trop abusif. En 39e position, Le procès du chien, un premier film réalisé par Laetitia Doche, très d'actualité sur le statut des animaux, des gags amusants, un Jean-Pascal Zadi appréciable. Il y a dans ce film des scènes qui vivotent, il y en a une toute simple mais qui est très marquante. D'autres sont parfois des fausses pistes mais sentent un peu trop les fausses pistes. C'est un premier film et je pense que la réalisatrice parviendra à proposer des films encore plus réussis que celui-ci qui l'est quand même déjà. En 38e position, Too Know to Summer, avec ma prononciation absolument extraordinaire, un film d'animation asiatique. Le concept temporel de ce film m'a vraiment beaucoup plu, bien que le format de long métrage et l'animation de ce film me questionnent quelque peu. En 37e position, La planète des singes, le nouvel empire. Le film n'est pas exempt de défauts, mais il lance superbement bien d'autres éventuelles suites. C'est un très bon poisson pilote en somme, à l'image de ce qu'a pu être un Batman Begins pour la trilogie de Christopher Nolan ou de Spider-Man Homecoming pour la trilogie Spider-Man du MCU. C'est un film prometteur qui ne demande qu'à enrichir la suite de la saga et d'être enrichi par celle-ci. En 36e position, Sonic 3 le film, autrement dit, le bonbon Jim Carrey. C'est cet opus de Sonic qui en est fait le plus généreux pour laisser mon acteur préféré encore en vie, Jim Carrey, s'exprimer dans toute sa splendeur. Sonic et ses acolytes n'évoluent plus et stagnent d'un point de vue thématique, donc moi, j'ai mis toute ma focalisation sur cet acteur que je trouve si extraordinaire. En 35e position, le film Trap. Trap a une proposition très prenante, mais qui nécessite des facilités scénaristiques. Donc oui, on s'éclate, mais on comprend un peu le pourquoi du comment. Josh Hartnett est absolument possédé dans ce film. En 34e position, Madame de Sévigné. Il y a un manque de point d'ancrage dans la relation mère-fille qui est au cœur du film, donc un problème d'introduction, mais qui a quand même le mérite de chercher à ne pas être classique. Il y a une réflexion historique et littéraire dans ce film qui m'a vraiment intéressé. Karine Viard joue admirablement et la musique de ce film est tout simplement géniale. Merci Florencia Di Concilio, j'espère ne pas écorcher son nom. On en arrive désormais aux films qui sont, selon moi, vraiment à part entière de très bons films de cette année 2024. C'est parti, on commence avec, en 33e position, En attendant la nuit.
Un premier film que j'ai eu la chance de voir en avant-première avec l'équipe du métrage, c'est un solide hommage à Morse, qui gagnerait pour autant à s'extraire désormais davantage d'une certaine forme de traditionnalisme et aussi de ses références, mais c'est un film ô combien prometteur. En 32e position, Sans un bruit jour 1. Ce film est un préquel très plaisant, riche dans son introduction, en tension, marqué aussi par la fin de ce métrage très intéressante, et aussi, et peut-être même surtout, par l'ingéniosité de l'imprévisibilité de l'importance des personnages au cours de ce film, même si, malgré cet éloge rendu, j'ai quand même préféré Sans un bruit 2. En 31e position, Iris et les hommes. Laure Calamy joue très bien, comme toujours. La révélation finale est vraiment cruelle et remet d'ailleurs en perspective des personnages centraux du film. Il y a une scène de comédie musicale que j'ai beaucoup appréciée, tout comme le regard social qui est porté sur les personnes justement avec qui elle veut prendre du plaisir. C'est un film qui est quand même plus subtil qu'il y paraît, même si mon problème notamment avec ce film, ce serait sa durée, mais aussi ma difficulté à distinguer les enfants dans ce film. En 30e position, The Fall Guy. Le syndrome du début de film de David Leitch, comme pour Bullet Train, une installation des enjeux du film qui est assez pénible, qui n'est pas très réussie, une narration qui se lance tel un Tarantino complètement bourré, qui reviendrait de soirée. C'est un film qui est très amusant une fois que celui-ci est vraiment lancé, avec une romance, avec des idées de mise en scène, comme un split screen par exemple. Je trouve ce film très divertissant, même si j'ai quelques petits bémols concernant le féminisme de ce film. En 29e position, Making of, un film méta. C'est un film de cinéma sur le cinéma, un film sur un tournage de cinéma plus exactement. J'ai principalement retenu les performances de Jonathan Cohen et de Denis Podalides. C'est un film qui est pour moi au niveau dans l'esprit de la série Fiasco, avec Pierre Ninet, mais qui est en dessous d'un film comme Coupé de Michel Hazanavicius. En 28e position, The Apprentice, un film d'Ali Abazi assumant son point de vue anti-Donald Trump et qui surprend aussi par certains partis pris assez inattendus. Sebastian Stan en Donald Trump et Jeremy Strong en Roy Cohn sont excellents. La scène d'apitoiement pour cet horrible personnage qui est Roy Cohn, mais qui est dépassé en termes de monstruosité par Donald Trump, est absolument glaçante. Un film avec des scènes marquantes, mais sur lequel j'aurais aimé un peu plus de mise en scène encore, pour qu'il figure plus haut dans mon classement. En 27e position, Sarah Bernard, La Divine. C'est un régal de voir un jeu d'acteurs et d'actrices très théâtral, ample et généreux au cinéma. Sandrine Kiberlin est formidable, comme toujours. Le duo d'acteurs et d'actrices, donc sur le papier, ne matche pas forcément trop avec Laurent Lafitte, mais il opère dans les faits complètement. J'y ai totalement cru. Mon problème, c'est que j'ai été un peu perdu dans la temporalité qui est mise en place par ce film. En 26e position, Kung Fu Panda 4, un film très récréatif et très drôle. Il ressemble un peu dans l'esprit à Toy Story 4, bien que je préfère amplement ce film Pixar quand même, mais il y a une dynamique comique qui opère vraiment, notamment avec les deux paires de peaux et des éléments de fanservice qui sont là, qui peuvent être plutôt appréciables, notamment pour les fans de la première heure. En 25e position, et plus si affinité. Une comédie d'appartement parisien, avec une écriture qui provoque de vrais rires et une tournure surprenante en fin de métrage, mais ce n'est pas non plus le prénom, bien sûr. En 24e position, Heureux gagnant. Nous suivons 4 trames sur l'imprévisibilité de la réaction lorsque l'on gagne beaucoup d'argent au loto. On pourrait stigmatiser fortement, mais en réalité nous sommes ici vraiment surpris. L'ambition ici d'un tour de force avec le ton du film ne parvient pas totalement à m'investir complètement à chaque fois, mais cette ambition reste à saluer avec quand même un beau résultat. En 23e position, Blue et compagnie. Un film étonnamment très émouvant, pour un scénario certes très balisé, mais un film avec un univers créatif. En 22e position, Vice Versa 2. C'est très bien, mais c'est la suite vraiment évidente du premier opus. C'est l'extension de l'univers que l'on connaît déjà, avec quelques vraies bonnes idées supplémentaires. C'est un opus particulièrement comique, mais je pense que le film qui se déroule en soi 1 an après le précédent environ
aurait gagné, et c'est ce que j'attends pour d'éventuelles suites, à se dérouler un peu plus tard, et pourquoi ne pas imaginer un film vice-versa, avec toujours le personnage de Riley, mais lorsqu'elle sera mère, voire même en maison de retraite plus tard. En 21e position, Monsieur Aznavour, Tahar Rahim est excellent et absolument génial dans le rôle. Son duo avec Bastien Bouillon m'a beaucoup plu. Celui, évidemment, avec Edith Piaf, oui, interprété ici par Marie-Julie Bopp, forcément très réussi. Je ne suis pas du tout un adepte des biopics musicaux. Eh bien, celui-ci, il a été particulièrement intéressant, donc je suis content de le placer si haut. En 20e position, un petit truc en plus. Très bon téléfilm comique et humain. J'aurais un peu mieux travaillé certaines relations amoureuses et je n'en aurais pas du tout octroyé à Artus, puisque pour moi, ça n'est pas du tout son parcours de personnage. Mais le plus important est bel et bien ailleurs. C'est un métrage social, au message donc important, qui est amené avec tendresse. En 19e position, Trois amis, un film d'Emmanuel Mouret, pur jus. C'est le réalisateur français spécialiste des relations amoureuses, pour le coup, qui nous revient avec une œuvre dure, sensible, mais aussi forte. Ce n'est pas son film le plus marquant dans l'ensemble, mais une petite claque quand même. C'est Emmanuel Mouret quand même. En 18e position, Une vie. C'est un film qui traite du voyeurisme et du témoignage du passé, d'héritage, la médiatisation de l'histoire en soi, des choses très importante, avec un tour de force de m'avoir fait pleurer plusieurs fois dans le même décor et dans la même situation télévisuelle. C'est assez intéressant, même si malheureusement la bande-annonce a tendance à beaucoup trop en révéler. Très très dommageable, sinon ce film, sans cette bande-annonce outrancière, aurait pu figurer plus haut dans mon classement. En 17e position, Sans jamais nous connaître. Le film m'a bouleversé pour son mysticisme et son psychédélisme. C'est même un bouleversement métaphysique au moment où je vois le film. Mais la fin, malheureusement, m'a déplu. C'est dommage, parce que sinon le film aurait été très aisément dans mon top 10. En 16e position, le roman de Jim. Alors je ne parle pas là de gymnastique, donc on va la refaire. En 16e position, le roman de Jim. Ce film est un véritable voyage narratif avec un casting incroyable. Karim Leclou, Laetitia Doche et Sarah Giraudot sont magnétiques dans ce métrage. C'est l'un des films qui a l'une des progressions les plus admirables de l'année 2024 à mon sens. Le film m'a moins accompagné au cours du temps, d'où son absence dans mon top 10 de l'année. Mais ça reste bien sûr un très bon film, au point où nous en sommes, c'est même un excellent film. En 15e position, Beetlejuice, mon premier film de Tim Burton au cinéma qui est mon réalisateur préféré. C'était un pur moment de régalade cinématographique, de fanservice, un film tout droit sorti des années 90 qui ose sortir aujourd'hui. Dès le générique, j'étais dans l'atmosphère burtonienne avec la musique de Danny Elfman. C'était bon, j'étais complètement acquis à sa cause. Le scénario est un peu brouillon, mais que ça fait plaisir de voir mon réalisateur de cœur s'éclater à ce point-là. C'est un film récréatif. En 14e position, La Petite Vadrouille. J'apprécie toujours plus le film, plus je le revois. Je l'ai déjà vu 3 fois, mine de rien. Le rythme est très posé pour une comédie, ce qui peut un peu dérouter. Mais il y a un véritable plaisir d'acteurs et d'actrices dans ce film, une ode à l'évasion, voire même à l'irresponsabilité compréhensible et entendable, cela dit. Un personnage de Daniel Auteuil qui pose vraiment question jusqu'au bout. Un film qui aurait, cela dit, pour être dans mon top 10, dû chercher un rythme encore un petit peu plus dynamique, je dirais. En 13e position, Bis Repetita. Xavier Lacaille, que l'on a pu voir dans la série Parlement, est tombé dans la potion magique du rythme comique. Toutes ces tentatives humoristiques font bouche, c'est prodigieux. L'alchimie à l'écran avec Louise Bourgoin est vraiment de mise et ça fait vraiment plaisir à voir. C'est un film idéal si vous êtes un prof déluré comme moi qui aime en plaisanter. J'aurais aimé un petit peu plus de mise en scène pour placer également ce film dans mon top 10 de l'année. En 12e position, mon film d'animation de l'année n'est autre que Le Robot Sauvage. Malgré un certain classicisme dans le dernier acte qui ne contextualise pas vraiment les antagonistes, c'est un film qui est plein d'humour noir, très beau visuellement et avec la bande originale la plus marquante de l'année 2024 à mon sens. J'ai envie de chanter, mais je vais vous épargner un mal d'oreille conséquent.
En 11e position, aux portes du top 10, Rosalie. Un film d'écorché vive, c'est vraiment mon intuition qui parle. Une âme blessée est au cœur et à l'initiative de ce projet. Je pense qu'il s'agit ici de sa réalisatrice et scénariste, Stéphanie Di Giusto. Une vérité se dégage de ce film dans ses intentions. Au-delà de son casting parfait, Nadia Terenskewicz est vraiment extraordinaire. Elle m'a énormément surpris et Benoît Magimel décidément est un acteur, une véritable valeur sûre dont je dresse un éloge, j'ai l'impression quasiment chaque année lors de mon bilan annuel dans les hauteurs de ce classement. La fin du film reste également en tête, moins les autres personnages en dehors de notre duo principal et c'est pour cette raison que ce film n'intègre pas mon top 10, mais il s'en rapproche et désormais place au top 10. En 10e position, L'Empire de Bruno Dumont. L'un des films les plus contemplatifs que j'ai vu de ma vie au cinéma. Il faut dire par ailleurs que j'étais le seul spectateur dans la salle, ce qui rajoute quand même un certain cachet à ce voyage immersif et total d'un point de vue visuel. Certes, je n'ai pas tout compris au scénario du film, je n'ai pas saisi tous les noms des personnages, je me suis perdu entre les différentes factions, mais vraiment, une immersion servie avec un casting absolument jubilatoire également lui aussi, tout comme le visuel et les décors de ce film, avec Lucchini, avec Anna Maria Bartolomei et avec Camille Cotin, et un hommage rendu à l'un des acteurs amateurs de la filmographie de Bruno Dumont, à savoir le regretté Bernard Pruvost. En 9e position, Alien Romulus. C'est pour moi la meilleure suite à Alien 1. Le début du film est certes pour moi loupé, ce qui l'empêche d'atteindre le top 5 de ce bilan annuel, mais ensuite le film démarre véritablement dans le vaisseau où nous allons suivre nos différents personnages avec une bascule de l'épouvante vers l'horreur, une véritable progression donc dans l'horreur, avec une gradation et une sorte de cauchemar sans fin avec de vraies idées audiovisuelles. Vraiment, j'applaudis. En 8e position, Il reste encore demain. Un film italien en noir et blanc, brillant de mise en scène, qui atteint de véritables sommets, malgré quelques longueurs. L'interprétation de la fin du film continue de me questionner, de me faire réfléchir, de m'obséder, tant le message du film est véritablement clair en faveur de la cause des femmes, mais la fin du film est vraiment, d'un point de vue du bonheur ou du malheur potentiel des femmes, un véritable chamboulement. En 7e position, l'histoire de Suleyman. J'ai éprouvé une tension permanente pour Suleyman dans ce film. Il y avait seulement quelques très brefs moments de respiration. Jamais de musique, beaucoup de réalisme, un acteur génial, Abou Sangaré, qui semble même beaucoup plus âgé que l'âge qu'il a véritablement dans la vie, à savoir 24 ans, tellement il semble éprouvé dans ce quotidien qu'il vit ici à travers le cinéma, mais également avec des résonances avec sa vie personnelle par ailleurs. Faut-il apprendre une histoire pour avoir la nationalité française ou raconter la sienne? Telle est la question posée par ce film. La fin est libre d'interprétation, tout comme la réponse à cette question. Vraiment un film à voir. En 6e position, Le Comte de Monte Cristo. Voir ici un blockbuster qui plus est français, c'est assez éloquent. Une ambition cinématographique, un émerveillement réel, un vrai souffle épique de mise en scène, de décor, de lumière, de costumes. Un film de super-héros à la sauce Fantomas Pierre Ninet. L'impression de voir d'ores et déjà un classique de l'histoire récente du cinéma français. Une belle adaptation portée par un duo de réalisateurs que j'affectionne tout particulièrement, Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte. Certes, 3 heures de film avec des personnages parfois un peu sous-exploités, tout comme le contexte bonapartiste, mais que ce film fait du bien. Surtout après les 2 films des 3 mousquetaires qui étaient entre bons et assez moyens. En 5e position, Nous les Leroy. C'est un film drôle qui sonne vrai, qui est juste. Des moments sont volontairement pensés pour être maladroits,
Par exemple, un câlin complètement foiré entre les différents membres d'une famille, avec une séparation en perspective d'ailleurs pour les parents. Nous avons là 4 personnages différents auxquels l'on peut s'identifier, avec une mise en scène certes fonctionnelle, mais une question fondamentale dans cette comédie: pour sauver cette famille, faut-il nécessairement sauver le couple de ses parents? Charlotte Gainsbourg confirme que son virage comique de ces dernières années est vraiment une bonne idée. José Garcia, en toute alchimie avec Charlotte Gainsbourg, est également très bon, lui aussi. En 4e position, pauvre créature, que d'effets de cinéma dans ce film. Certains et certaines ont pu être un peu décontenancés par cette proposition, mais que c'est riche. Un film atypique qui prend son temps, un voyage initiatique qui n'est pas sans rappeler Candide de Voltaire, une œuvre à laquelle je suis particulièrement attaché. C'est un métrage qui fait réagir, que l'on apprécie ce film ou non. Moi, j'ai eu la chance d'assister à une séance de cinéma qui n'était pourtant pas une avant-première, mais une séance de cinéma où le public était complètement acquis à la cause de ce métrage, avec un flot d'applaudissements à la fin de la séance. C'était vraiment un grand moment. Ici, nous avons aussi des rôles à contre-emploi, avec une Emma Stone ici complètement déstructurée, une véritable prise de risque au vu de son sens du rythme à cette actrice, Mark Ruffalo également. Une musique utilisée avec un minimalisme, mais une musique extrêmement marquante et incroyable. Je pourrais m'attarder des heures sur ce film ô combien féministe, mais vraiment merci Yorgos Lanthimos, qui avait déjà réalisé La Favorite, mais également un autre film en 2024, Kinds of Kindness, que je n'ai malheureusement pas pu voir au cinéma. Quel regret, mais je me rattraperai. Séchons nos larmes, car place au podium final. Année olympique oblige, la médaille de bronze revient aux graines du figuier sauvage. Le cinéaste iranien Mohammad Rasoulov frappe un grand coup en ayant tourné ce film par ailleurs dans la plus grande des clandestinités, ce qui est d'autant plus impressionnant. Nous avons ici des actrices et un acteur d'un impact de jeu hallucinant, une mise en scène dont j'ai pris la pleine mesure en fin de film, en me remémorant tout ce que j'avais visionné, l'impression avec ce film de 2h30 d'avoir passé au moins 5 ans avec cette famille iranienne. La tension monte avec un crescendo inarrêtablement inquiétant, viscéral et irraisonné. On veut savoir comment ça va se terminer et en même temps on a trop peur justement de savoir comment ça pourrait se finir, car on mesure le champ des possibles fins avec ce film de fiction mais qui s'inscrit via des images et des vidéos d'archives dans notre monde réel. Et la médaille d'argent revient à Civil War. Ce n'est pas le film blockbuster tout public où ça pète de partout auquel on pouvait s'attendre au vu de la promotion du film. Nous avons en effet été complètement piégés et ça fait du bien dans un contexte où malheureusement, la plupart du temps, les films sont beaucoup trop spoilés dans leur bande-annonce. Ici, on prend un contexte géopolitique aux États-Unis, en crise évidemment, une guerre civile, mais on prend ce contexte en cours de route. Et j'ai été assez fasciné par le point de focalisation du film, à savoir que l'on se concentre sur un parti pris intimiste en suivant le voyage de 2 photojournalistes, à savoir Kirsten Dunst, qu'on a vu dans Spider-Man 2, qui ici est une journaliste qui essaie de montrer la beauté de l'horreur avec la relève générationnelle interprétée ici par Kylie Spinney, qu'on a également vu dans Alien Romulus, décidément. Elle envahit mon classement et mon top 10. Des moments de tension palpable à l'échelle locale avec ces 2 personnages notamment et également avec d'autres. Ici, ce qui est intéressant, c'est que l'on constate les conséquences du drame, à savoir d'une guerre civile qui est bien enclenchée, plus que de comprendre le pourquoi du comment et donc les causes de cette guerre civile. On n'est pas là à voir ce que l'on veut forcément voir, mais ce que l'on voit est pour autant cinématographiquement passionnant. C'est donc un road movie prodigieux, ingénieux, proposé par Alex Garland avec une fin surprenante. Bravo et merci monsieur. Reste maintenant à savoir quel film remporte la médaille d'or, mon film préféré de l'année 2024, qui succède ainsi à Shaun le Mouton 2, Scandale, De son vivant, Super-héros malgré lui et Anatomie d'une chute, n'est autre que Les femmes au balcon, réalisé
par Noémie Merlan, qui occupe à la fois la première et la dernière place de mon classement annuel, ce qui est quand même un exploit digne d'être souligné. Après un bon Moui Bouita mon amour, Noémie Merlan nous embarque dans un deuxième long métrage en tant que réalisatrice, un métrage détonnant et vertigineux. Une œuvre portée par des actrices qui semblent jouer naturellement, parfaitement, ici, avec un scénario féministe original car riche en surprises. Même si je n'ai pas forcément tout compris de l'œuvre, je dois bien l'admettre, le discours en faveur des femmes est clair et évident. Le message est très appuyé et ce film ne se limite pas à une revendication certes importante mais dénuée d'aspects artistiques et donc cinématographiques. Le fond est véritablement accompagné d'une manière formelle de concevoir ce métrage qui m'a beaucoup plu entre luminosité et obscurité, tantôt visuelle, tantôt dramaturgique. Je n'ai jamais autant pris conscience qu'avec ce film de tout ce que le regard féminin peut apporter pour faire bouger les lignes sociétales du monde patriarcal dans lequel nous vivons. C'est une œuvre forte, nécessaire, qui, je l'espère, en inspirera d'autres, que ce soit de la part de Noémie Merlan, mais aussi, bien sûr, d'autres réalisatrices actuelles et à venir. En parlant des prochaines échéances, vu mon petit retard pour le classement et le bilan de cette année 2024 d'un point de vue cinématographique, je vous donne rendez-vous via les vidéos qui sortent actuellement sur la chaîne, bien évidemment, mais aussi dans quelques mois désormais seulement, pour le bilan de cette année actuelle cinématographique 2025. N'hésitez pas dans les commentaires à réagir, à dire ce que vous pensez de mon classement, à me faire part de vos films préférés de cette année 2024, à ceux aussi que vous avez le moins appréciés, si vous êtes d'accord ou non avec mon classement, mais aussi à me conseiller des films de 2024 que je n'ai pas eu l'occasion de voir et qui, selon vous, sont des indispensables. Il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine. Et pour l'occasion, je fais moi-même mon coucou final. Coucou, coucou, coucou.